Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. 300 soldats, pas moins. Voilà le soutien sans équivoque que les États-Unis apportent au Cameroun dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Ces soldats américains qui seront déployés au Cameroun seront affectés aux tâches de renseignement. Alors, c'est une demande formulée par le gouvernement camerounais qui n'a pas fait cette demande auprès de Paris, pourtant partenaire historique du Cameroun. Comment faut-il donc comprendre cet axe Yaoundé-Washington qui se forme autour de la lutte contre Boko Haram? La relation Cameroun-France a-t-elle du plomb dans l'aile? Paul Biya s'est-il refait une virginité auprès de Washington? Tels sont en tout cas quelques-uns des axes que nous abordons ce soir avec nos invités. Il s'agit du docteur Franck Ebogo. Bonsoir. Bonsoir Guy. Alors, vous êtes géostratège, enseignant à l'université de Yaoundé 2 à Soua, c'est bien cela? Effectivement. Bien. À vos côtés, le docteur Sosten Efouba. Bonsoir. Bonsoir Guy. Vous êtes politologue, enseignant à l'université de Yaoundé 2 à Soua également. Alors, docteur Ebogo, comment doit-on lire d'emblée cette intervention, cet envoi de 300 soldats américains au Cameroun? Eh bien, on peut avoir deux lectures par rapport à ce grand événement qui est survenu au courant de la semaine. La première lecture peut tenir des considérations tout à fait internes. Il s'agit ici de dire qu'effectivement, à travers cet envoi, le Cameroun bénéficie d'une aide précieuse dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Vous savez très bien que dans le communiqué qui a été révélé par les médias, cette force-là, si vous voulez, le contingent de 300 militaires américains aura essentiellement pour rôle d'apporter un soutien aérien aux forces camerounaises, mais également de travailler dans le cadre du renseignement. Vous savez très bien que le renseignement est très important dans le cadre de cette sale guerre que nous sommes en train de mener contre Boko Haram, parce qu'il ne s'agit plus véritablement des affrontements, si vous voulez, frontaux, c'est-à-dire des batailles frontales, mais il s'agit davantage de travailler dans le cadre du renseignement, parce qu'effectivement, on assiste à une montée en puissance des forces de sécurité, c'est-à-dire la police et la gendarmerie dans la lutte contre le terrorisme cette fois-là, alors que avant février 2015, effectivement, on était dans le cadre d'une guerre quasi conventionnelle, c'est-à-dire des affrontements entre deux armées. D'un côté, on avait, si vous voulez, l'armée camerounaise, et de l'autre côté, entre guillemets, une armée Boko Haram. Donc, effectivement, si on prend en compte cette première considération, c'est-à-dire qui tient aux logiques internes, effectivement, pour trouver que c'est une très bonne décision. Le deuxième élément également ici tient compte des considérations externes. Il s'agit ici de dire effectivement que à travers le déploiement de ces 300 militaires américains, effectivement, les États-Unis travaillent dans le cadre de la sécurisation de leur propre espace. Vous savez qu'au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, les États-Unis ont orienté leur politique vers ce qu'on appelle l'action préemptive. Il s'agit ici de dévancer l'ennemi dans l'attaque. Donc en réalité, les Américains traquent toutes les zones grises qu'on peut trouver dans la planète, c'est-à-dire des zones qui échapperaient en partie ou totalement au contrôle des États centraux. On peut trouver ces zones-là en Afrique, notamment dans la bande sahélo-saharienne. Vous savez aussi qu'il y a quelques années, je crois en 1998, les attentats de Nairobi avaient été effectivement préparés à partir du Soudan. Et même les attentats de 2001 s'étaient préparés, n'est-ce pas, au niveau de la bande sahélo-saharienne. Donc, en réalité, pour me résumer, il y a deux considérations ici. Une considération externe. Ils aident le Cameroun dans le cadre de la collecte et l'interprétation des renseignements, et des considérations qui tiennent totalement aux intérêts américains, c'est-à-dire mieux sécuriser leur territoire en dévançant les terroristes dans les éventuelles attaques qui pourraient orienter sur leur territoire. Alors, docteur Efouba, on se sera attendu à ce que le soutien soit plutôt demandé du côté de Paris. Mais ce sont les Américains qui tiennent plutôt la corde, pour ainsi dire. Okay, merci. Je pense que, avant de répondre tout à fait à votre question, je vais continuer à creuser pour savoir quel est le fondement. Je pense que au niveau géostratégie ou géopolitique, les États-Unis continuent à être le gardien du monde.
Même si cette politique a connu un bémol, lorsque Barack Obama arrive au pouvoir, il dit que l'image des États-Unis est écornée, parce que c'est un pays qui mène une guerre folle un peu partout dans les foyers. Donc on veut réduire le nombre de soldats, le nombre d'interventions au sol. Vous voyez la guerre, par exemple, en Irak, 4452 soldats sont tombés. Et donc quand il arrive, il veut mettre la pédale douce. Et les États-Unis prennent donc un retard important. Et ce retard laisse émerger donc des groupes radicaux. Et le terrorisme va se développer. Et aujourd'hui, ce qui se passe en Syrie, un peu partout, les États-Unis vont intervenir en retard. Donc ils sont d'ici, on a laissé pour eux la situation en Syrie, en Irak, au Cameroun. Peut-être il faut qu'on intervienne à ce moment-ci parce que c'est une prime d'abord à l'armée camerounaise qui s'est battue pour défendre le territoire. Et c'est sur le fait, comme il le disait, pour sécuriser les Américains partout. Donc je pense que donc finalement, Barack Obama est repris par la réelle politique. La réelle politique des États-Unis, parce qu'avec le prix Nobel, il a voulu échapper. Aujourd'hui, il est obligé de retrouver. Cette politique n'a pas changé. Il y avait un bémol. Mais aujourd'hui, il est obligé de retrouver cette puissance américaine. Maintenant, du point de vue interne, je pense qu'il est important. Le Cameroun ne va pas vivre en autarcie, c'est-à-dire fermé. Le monde est devenu un petit village. Donc je pense que les frontières sont désormais dépassées. L'approche classique qui voulait que l'État va contrôler toutes les frontières, l'étatisation, cette approche est dépassée aujourd'hui avec l'approche transnationale, avec les travaux de Bertrand Badi, la fin des territoires, Donc l'État souverain n'est plus capable, sur l'approche classique, de contrôler à lui tout seul les frontières. Il est donc important par la coopération, par les aides, la solidarité internationale, de pouvoir convoquer, de pouvoir appeler les États-Unis. Oui, docteur Ebogo, vous rappeliez tout à l'heure que la question du terrorisme, vous adressiez à la question du terrorisme par rapport aux États-Unis. Donc, et là, on voit que le Cameroun, alors vous avez très bien montré que nous avons terminé avec la phase des combats classiques et que nous en sommes maintenant à celle d'une guerre asymétrique, pour ainsi dire. Et alors, dans ce cas-là, est-ce que les États-Unis ont plus par rapport à la France? Parce que je posais la question, pourquoi les États-Unis et non la France? Est-ce que sur le terrain de la lutte contre le terrorisme, il vaut mieux s'adresser à Washington plutôt qu'à Paris? Moi, je ne sais pas pourquoi il y a cette obsession-là par rapport à la France. Considérer la France, les États-Unis comme des partenaires du Cameroun, à côté d'autres partenaires comme la Chine, comme le Canada, et ainsi de suite. Parce que nous sommes effectivement dans le champ des relations internationales. Il est clair que, effectivement, vous avez raison de dire que le Cameroun entretient des relations historiques avec la France parce que, effectivement, la France est intervenue dans le cadre du mandat de la Société des Nations et même a été une puissance tutélaire dans le cadre des Nations Unies. Mais il faut dire qu'en réalité, en matière de collecte du renseignement, les États-Unis ont une avancée par rapport à la France. Vous savez par exemple que le programme GPS, c'est un programme américain qui est utilisé, n'est-ce pas, par les Occidentaux, c'est-à-dire par les Européens. Et que même justement, pour contrecarrer le GPS, les Occidentaux, l'Union européenne avait lancé son propre programme, c'est-à-dire Galileo, qui a connu des fortunes diverses. Donc ce qu'on peut dire ici, c'est qu'effectivement, le Cameroun s'adresse aux partenaires idoines en matière de collecte de renseignements. Lorsqu'on parle donc de collecte de renseignements, on pourra faire appel par exemple aux drones, pas seulement ce côté-là, mais également il va s'agir de décrypter un certain nombre de télécommunications. Vous savez que les terroristes ont une belle avancée de ce côté-là. Vous n'avez qu'à voir les vidéos de Chicago qui sont publiées un peu partout à YouTube, que ce soit même les communiqués revendiquant tel ou tel attentat. Donc à ce niveau-là, il s'agira véritablement de travailler au niveau des télécommunications, et pas seulement à ce niveau aussi. Et ils auront à déployer un certain nombre de troupes sur le terrain pour la collecte de ces renseignements-là. Et ces renseignements étant utiles aux armées de la coalition, parce qu'il s'agit ici d'anticiper sur des attaques, c'est-à-dire prévenir au maximum des attaques contre les territoires des pays du bassin du Tchad. Alors, docteur Ifouba, on a là enregistré jusqu'ici sur le territoire camerounais, pas loin d'une dizaine d'attentats suicides.
qui ont fait beaucoup de morts, au moins plus d'une centaine de morts. Mais alors, la coopération jusqu'ici, c'était avec la France. C'est-à-dire qu'on l'avait avec la France, formation des militaires camerounais, mais on n'a pas pu arrêter les attentats jusque-là. Est-ce que ce n'est pas un peu d'agacement de la part de Yaoundé de se dire, ben, écoutez, jusqu'ici, on a fait des choses avec Paris, pas de résultats, alors on va voir ailleurs à Washington. Est-ce que c'est cela? Oui, je pense que vous avez raison. Il y a deux approches. La première approche, c'est que les États-Unis s'intéressent de plus en plus au Cameroun. D'ailleurs, vous avez vu l'ambassade qui est à Yaoundé, le dispositif sécurité qui est à Bakassi. Et puis, les États-Unis sont en train de tisser cette toile. C'est la toile derrière, il ne s'agit pas de la toile de Pénélope, cher au professeur Fabien Ndogo. Donc, ils sont en train de tisser. C'est un peu comme une rédemption des États-Unis dans cette zone. Et que la France, depuis les raisons historiques que vous avez évoquées, la France qui disait que le Cameroun était un syndrome colonial et que pas de ses atouts géopolitiques, les Suèdes du Vouri, et puis à partir du Cameroun, elles pouvaient joindre toutes ces colonies d'Afrique centrale. Donc je pense que aujourd'hui, les États-Unis, du point de vue géopolitique et géostratégique, sont en train de se positionner par rapport aux intérêts stratégiques, aux intérêts géopolitiques et même géoéconomiques. Donc cela est important à dire. D'un autre côté aussi, ce que vous évoquez, c'est que le docteur Franck évite, c'est de mettre le doigt là où ça fait mal. C'est que... vous estimez qu'il ne veut pas mettre le doigt là où ça fait mal? Vous lui avez adressé la question. Mais vous reviendrez donc dessus. De toutes les manières. Voilà. Bon, il y a des raisons quand même politiciennes. Il y a des soupçons entre guillemets. D'ailleurs, on a soupçonné, je ne dis pas que c'est vrai, on a soupçonné qu'il y a eu des Français étaient mêlés à cette histoire de Boko Haram. On a trouvé le matériel des chars français, on a trouvé les Français. Et puis, il y a comme une certaine complicité où les choses ne veulent pas évoluer. Donc, je pense qu'il y a Yaoundé qui est réaliste, fort de l'espérance du chef de l'État, décidé de prendre le taureau par les cornes et de faire appel à une force qui peut franchement aider le Cameroun au regard des efforts fournis. Et je pense aussi que les États-Unis peut-être ont décidé de finir avec Chicago parce que quand vous entendez qu'ils viennent, ils vont infiltrer et ils peuvent aller jusqu'à l'OKI à des... Oui, mais il y a... Si vous permettez, je voudrais réagir directement, pas nécessairement sur ces positions, mais répondre à cette question que vous avez posée concernant, vous demandez s'il s'agit d'un désaveu de la France. Moi, je voudrais rester dans une ligne classique, c'est-à-dire que nous sommes dans le champ des relations internationales. Chaque État opère des choix. Cameroun a opéré des choix rationnels en, si vous voulez, choisissant les États-Unis plutôt que la France. Et je vous dirais même qu'en réalité, la coopération sécuritaire entre le Cameroun et la France est plus développée même que celle avec les États-Unis. Prenez juste en 2015. En 2015, au mois de février, il y a un émissaire français qui est arrivé au Cameroun. Il s'agit du ministre Laurent Fabius, qui est le ministre des Affaires étrangères, qui avait été reçu par le président de la République. Tout à fait. Et quelques mois après, il me semble, au mois de juillet, c'est le président Hollande qui s'est rendu au Cameroun. Et sans compter les descentes sur le terrain de l'ambassadrice des États-Unis au Cameroun, de France au Cameroun, Madame Robichon, qui est descendue plusieurs fois sur le terrain. Donc en réalité, il y a certaines actions fortes qui ont été posées par la France dans le cadre de la coopération sécuritaire avec le Cameroun. Il ne s'agit pas d'un désaveu, mais il s'agit plutôt, n'est-ce pas, d'une option. Le Cameroun, et ça je l'ai dit, je n'ai pas éludé cette question, le Cameroun a choisi de s'appuyer sur les États-Unis qui ont une expertise avérée en matière de renseignement dans le monde. Je crois que je ne suis pas en train de dire quelque chose de tout à fait farfelu. Alors, mais il y a des éléments qu'on va verser quand même dans ce dossier. Disons qu'il y a quelques jours sur Radio France Internationale, je ne sais pas si vous avez écouté ce reportage de Nicolas Champeau, qui a fait une descente sur le terrain et qui a fait un reportage. Et justement, il arrive à la conclusion en ce qui concerne la traçabilité des armes utilisées par les terroristes, les auteurs des attentats suicides, que ces armes-là ont été fabriquées par la société Matra, vendue à l'armée nigériane dans les années 90, mais qui se retrouvent justement entre les mains de Boko Haram. Alors, il y a quand même ce genre d'informations. D'ailleurs, je crois, dans le même reportage, le BIR a très bien pu tracer comment tout cela se passait. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le type d'élément qui agacerait le Cameroun définitivement pour aller voir ailleurs? Oui, écoutez, il y a un article très intéressant qui a été publié par une chercheure, je crois qu'elle doit s'appeler Femerol. Oui. Une Française, elle a publié un article là-dessus sur la persistance des thèses complotistes. Oui. Effectivement, moi, je me méfie de ce genre de thèses parce que, effectivement,
on n'invente rien. Il y a eu un certain nombre de saisies d'armes. On a retrouvé des armes de fabrication française, qu'on a retrouvé, et même des chars. Oui. Il y a des chars de marque française qu'on a retrouvés sur le terrain. Il y a même une rumeur folle qui a circulé à un moment donné qu'on avait arrêté 8 militaires français dans le champ des opérations. Donc en réalité, il y a un certain nombre de rumeurs comme ça qui ont été distillées et qui ont ravivé un sentiment anti-français. Moi, je parle, on a vu Mme Robichon huée le 28 février. Elle a été huée, oui. Oui. Moi, je parle sur les faits. Je ne fais pas une séance politique fictive. Je parle des faits. Moi, je m'écarte et je prends beaucoup de distance par rapport à toute cette thèse complotiste qui prospère. Cela étant dit, évidemment, il y a des armes de fabrication française qu'on a pu trouver, effectivement. Mais rien ne prouve que ce n'est pas l'agent ou l'avocat de l'État français. Mais ce qui est vrai, parce que ce sont des faits, vous comprenez. Lorsque Boko Haram opère une percée dans l'état du Borno, vous savez qu'il y a eu des bandades au sein de l'armée nigériane. Il y a eu des casernes qui ont été abandonnées avec des armes. Ils ont traversé. Il y a eu des chars qui ont été repris en main par les éléments de Boko Haram. Vous n'avez qu'à voir dans une vidéo de propagande où on voit effectivement les éléments de Boko Haram faire une parade à bord de ces chars-là, effectivement. Mais également, plus fondamentalement, on pourrait aussi dire qu'il y a un arsenal qui provient, n'est-ce pas, des stocks libyens. Voilà. Donc, il y a, vous savez, nous sommes dans une zone située à la lisière de la bande sahélo-saharienne. Une zone ouverte au trafic. Il s'agit du désert. C'est une zone frontalière à la Mauritanie, à l'Algérie, nord du Mali, Niger, Tchad, nord du Tchad, Libye, etc. Donc c'est une zone ouverte au trafic de toutes sortes. Lorsqu'il y a eu donc cette guerre en Libye, cette guerre civile en Libye, effectivement, il y a eu des pillages importants qui ont été opérés dans les stocks d'armes libyens. Effectivement, on a pu vérifier que les armes utilisées par un certain nombre de djihadistes provenaient effectivement de la Libye. Voilà. Alors, mais dans cette configuration-là, docteur Ifouba, vers quoi on s'achemine? Que la discussion des cartes, le Cameroun qui s'est tourné vers les États-Unis, est-ce que la France va en rester là ou alors elle considère que la coopération, comme on dit, on est dans le champ des relations internationales, elle continue à nous apporter un soutien sans rien dire, quoi? Je pense que la France est au mur. Elle va continuer à coopérer avec le Cameroun puisque le Cameroun est un pays riche qui présente des atouts naturels et beaucoup de richesses. Donc, je pense que c'est un peu, moi je perds le terme désaveu, c'est un peu un désaveu du Cameroun, de la France. Parce que tout cet aspect technique dont évoque le docteur Fayet, je pense que même les Français ont les drones. Les Français ont un assaillant nucléaire très développé, c'est une puissance nucléaire. Donc on ne peut pas nous dire ici que le choix porté sur la France, sur les États-Unis, c'est parce que la France était moins outillée. Ce n'est pas possible. Puisque la France met les mêmes frappes que dans le cadre de l'OTAN, donc c'est des alliés. Donc je pense que c'est parce que Yaoundé est un peu fatigué par les incursions inexpliquées, par un certain nombre d'informations. Voyez-vous, par exemple, on dit que nos camions étaient attaqués. Les camions qui Yaoundé, mais le convoi attaqué, on ne sait pas d'où. Je ne dis pas que l'information, mais on est surpris par certaines incursions, certaines attaques. Donc je pense qu'un certain nombre d'informations a fait que le ministre délégué est parti de l'autre côté. On s'est tourné résolument vers les États-Unis par rapport à la formation et tout. Donc je pense que quand vous choisissez une épouse, ou une troisième ou une quatrième épouse, c'est parce que vous recherchez quelque chose que vous n'avez pas reçu des autres épouses. Soit la jeunesse, soit un certain nombre d'enfants, un certain nombre de choses. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on se le cache. Le Cameroun a choisi les États-Unis pour accentuer, pour éradiquer définitivement Boko Haram. Et que la France, fidèle à sa théorie du double jeu, est soit en train d'aller très doucement, à tergiverser, à tourner en rond et finalement à faire une sorte de chantage entre guillemets, et cela ne rend pas les choses faciles pour le Cameroun. Alors, je voudrais réagir, si vous permettez, je voudrais réagir par rapport aux propos tenus par mon collègue que j'aime bien, que je respecte beaucoup. Moi, je ne fais pas la science du soupçon. Je vous ai dit que je parle des faits. J'analyse des faits et je les décrypte. Il y a une décision qui a été prise par le gouvernement camerounais. J'essaie de comprendre cette décision-là. Comprenez. Vous m'avez demandé pourquoi les États-Unis plutôt que la France. J'ai dit que les États-Unis ont une expertise avérée dans la matière plus que la France. Je ne pense pas que je sois en train de révéler un secret à ce niveau-là. Vous comprenez. Et plus fondamentalement, pour me distinguer de ce que le collègue dit,
Je vous ai dit que la coopération sécuritaire avec la France est très développée. Je vous ai dit que rien qu'en 2015, il y a Laurent Fabius qui est venu, je ne vous parle pas d'autres représentants, d'autres émissaires, je ne veux pas dire de bas étage, mais si vous voulez de moindre importance qui sont venus, et les attachés militaires et autres. Mais je vous dis, en 7 mois, on a eu le ministre Fabius qui a été reçu par le président de la République. Le président de la République a reçu plusieurs fois l'ambassadrice Robuchon. Le président Hollande est venu au Cameroun, autant pour moi. Il y a eu des déclarations fortes à ce niveau. Moi, je regarde les textes, je lis les communiqués qui ont sanctionné ces assises-là, vous comprenez. Et dans ces communiqués-là, effectivement, peut-être que ça peut surprendre plus d'un, effectivement, la France apporte une aide logistique au Cameroun. La France apporte une aide logistique au Cameroun. Et la France et les États-Unis ne sont pas les seuls d'ailleurs. Il y a la Russie, il y a la Chine, il y a l'Allemagne. Vous savez que l'Allemagne a fourni, si mes souvenirs sont bons, 100 camions. Voilà, effectivement, au Cameroun. Donc, en réalité, le Cameroun diversifie si vous voulez, ces opportunités de partenariat avec les puissances occidentales. Et heureusement même d'ailleurs. Moi, je vais vous dire quelque chose. Si le Cameroun avait choisi de s'appuyer sur la France, tout le monde allait crier au tollé. C'est-à-dire que, mais pourquoi faire appel à la France? Voilà, on ne veut pas couper le cordon ombilical avec ces puissances tutélaires, et ainsi de suite. Mais à la fin, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Je pense que nous sommes en train de travailler, le Cameroun est en train de travailler. Mais docteur Boromé, justement, vous demandez qu'est-ce qu'on veut à la fin. Mais les Camerounais, il y a quand même des interrogations qui fusent du côté des Camerounais, qui comprennent mieux. Est-ce que vous ne pensez pas que les Camerounais comprennent mieux que 300 soldats arrivent sur le terrain, que toute cette coopération dont vous parlez, qui est effectivement, on a vu toutes ces visites, on a vu les communiqués dont vous faites allusion, mais les Camerounais sont visiblement plus sensibles au fait qu'il y ait 300 soldats sur le terrain qui vont faire face à... Oui, parce que les Camerounais attendaient peut-être aussi que la France fasse autant. Vous voyez, vous avez... il y a comme une obsession. Vous comprenez? Non, moi j'appelle ça... Pas par rapport à vous. Je veux dire, vous représentez ceux qui font comme ça. Moi je dis, c'est l'obsession du colonisé. Vous voyez, on voit toujours, on soupçonne, on cherche l'empreinte de l'ancienne puissance tutélaire partout. Moi, je pense que nous sommes un pays souverain. Nous posons des choix rationnels. Nous sommes libres. Vous savez qu'au début des années 90, le président Paul Biya avait dit que le Cameroun n'est la chasse gardée d'aucune puissance. Et effectivement, à ce niveau, on ne peut pas reprocher le choix qui a été fait, n'est-ce pas, au Cameroun, c'est-à-dire de s'appuyer sur les États-Unis plutôt que sur l'Allemagne, par exemple, ou sur la Chine. Mais alors, sur cette question-là, vous évoquez une question qui a souvent fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le président Biya l'avait dit, le Cameroun est la chasse gardée de personne. Mais pour une certaine opinion, il s'est rendu en Allemagne pour solliciter un soutien qui ne lui a jamais été donné. Conséquence, le Cameroun s'est retrouvé au FMI. Mais qu'est-ce qui a changé de fondamentalement là maintenant? Ce que je suis en train de dire, c'est que lorsque vous regardez les partenariats entre le Cameroun et l'extérieur, vous allez vous voir qu'il s'agit effectivement d'une relation coopérative qui est tout à fait diversifiée. C'est-à-dire que le Cameroun ne dépend pas essentiellement de la France. D'ailleurs, je ne suis pas en train de trahir un secret. Le premier partenaire économique du Cameroun en matière d'échange, c'est le Nigeria, vous le savez. Et que la France même d'ailleurs a été dépassée par la Chine et d'autres puissances encore immensantes. Donc en réalité, il faut dépasser ce complexe. Je voudrais revenir sur la question que vous avez posée il y a quelques minutes par rapport au déploiement de ces 300 militaires. Effectivement, ça retient l'attention parce qu'aucune autre puissance, c'est-à-dire aucun autre partenaire ne l'a fait. Effectivement, c'est un geste très fort. C'est un geste qui ne peut pas passer, si vous voulez, sous silence. Et effectivement, on peut s'interroger dessus. Peut-être vous voulez qu'on se demande, on se pose la question, pourquoi 300? Mais en matière de collecte de renseignements, on pourra même dire que 300, c'est peu. C'est peu. Puisqu'en réalité, si vous prenez le cas du Cameroun, qui est concerné dans la collecte du renseignement? C'est tout le monde. C'est-à-dire, en réalité, ce sont les 22 millions de Camerounais qui sont concernés dans la collecte des renseignements. Collecte des renseignements, c'est quoi? C'est toute information que vous pouvez juger utile ou pas utile, que vous communiquez à l'autorité administrative ou bien à l'autorité policière.
je reviens sur... il y a eu un exemple patent en la matière. Je crois que les médias en ont beaucoup parlé. Il s'agit de ce conducteur de moto-taxi à Maroua, qui porte un passager, qui prend un passager bizarre, je ne vais pas dire suspect, bizarre. C'est-à-dire que pour une destination qui n'était pas très loin, il paye énormément. Effectivement, le gars, l'information c'est quoi? Il ne savait pas si c'est un terroriste ou pas. C'est-à-dire, en cas de doute, tu te réfères à l'autorité compétente. Donc, il est allé, il a conduit ce bonhomme au commissariat, et c'est au commissariat donc on devait l'exploiter, voir s'il s'agit d'un simple citoyen ou disons ou d'un étranger qui ne connaît pas la ville, ainsi de suite. C'est là-bas qu'on a donc découvert que c'est un terroriste. Donc en réalité, le chiffre de 300 peut être peu comme il peut être grand, mais en réalité, ce qu'on doit attendre derrière ce déploiement-là, c'est le travail, c'est la mission donnée. C'est-à-dire la collecte du renseignement. Pas seulement cela, mais on a aussi parlé d'un soutien aérien. Effectivement, non, c'est fondamental. Et là, dans ce contingent, évidemment, il ne s'agit pas seulement des hommes de terrain, ceux-là qui vont porter des armes, et ainsi de suite. Mais il y a des militaires là-dedans, effectivement, qui travaillent dans le renseignement, c'est-à-dire qui travaillent dans des bureaux, parce qu'il y a un certain nombre d'informations qu'ils peuvent avoir, il faut décrypter, il faut analyser des communications, et ainsi de suite. Donc il y a une bonne partie qui sera allouée, ou qui sera, si vous voulez, affectée dans les bureaux, et d'autres qui seront sur le terrain, parce que le renseignement, ce n'est pas seulement au niveau des zones, au niveau des bureaux, mais effectivement, il faudrait qu'ils se rendent sur le terrain pour accomplir cette tâche. Alors, docteur Ifouba, est-ce que les Américains, il y a la langue, il y a quand même le territoire camerounais qui est, lui, à plus de la moitié francophone. Est-ce que ça ne pose pas un handicap quand même pour ces Américains, pour leur déploiement sur le terrain? Moi, je ne pense pas. Avant de venir, je suis sûr que ces 300, beaucoup parlent même déjà la langue locale de là-bas. Je voudrais dire, à ce qui concerne Franck, je trouve que les troupes institutionnelles, c'est ce qu'il a dit, ça dit on n'avance pas. Je pense que la science est cherchée, le nom dit ce qui est caché. À partir du moment où vous commentez des faits, c'est comme si vous deveniez journaliste, entre guillemets, Hollande est venu, tel est venu, tel est venu. Si nous sommes, je ne suis pas géostratège, si nous sommes là, c'est pour faire comprendre aux gens ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne touche pas du doigt. Or, à partir de cet instant, vous ne pouvez pas nous dire que la France n'est pas équipée pour former nos militaires. Par exemple, quand les gars qui sont là-bas, qui donnent le renseignement, voilà le comité de vigilance, doivent que voilà les gars de Boko Haram, ou bien nos policiers, on n'a pas l'équipement, soit peut-être, je ne sais pas, lancer une bombe lacrymogène. Beaucoup de policiers sont morts là-dedans. Oui, ou bien lancer le brouillard, ou bien lancer le brouillard. Vous auriez voulu qu'on fasse appel à la France, dans le cas d'espèce? Non, c'est pour vous relancer, nous sommes dans un débat interactif, chers collègues. Vous êtes en train de détruire ma pensée. Parce que depuis que vous parlez là, moi je vous laisse interactif. C'est pas écrit sur le... Donc quand ces gars aussi que voilà un gars de Boko Haram, on n'a pas le matériel. Peut-être même pour lancer une bombe, d'abord pour troubler. Donc le policier parfois est surpris parce qu'il va vers... Ou alors on n'a pas ce matériel. Voyez-vous, est-ce que la France ne pouvait pas nous aider à ce moment en envoyant les gens sur le terrain? On dit que la France n'a pas le matériel. Mais les Américains sont plus réalistes, ils décident d'envoyer les gens sur le terrain. Quand vous êtes là-bas, c'est un espace de la mort. Ça dit même si vous dites que vous n'allez pas attaquer, on peut vous attaquer à tout moment. Donc moi je ne pense pas que... il ne faut pas dire une chose de ce contraire pour dire que les accords militaires avec la France, les bases militaires sont là. Je parle de la au Gabon. coopération. Donc, la coopération militaire entre la France et le Cameroun existe depuis. Oui. Donc le premier même à intervenir en ce qui concerne le Cameroun, à protéger le Cameroun, c'est la France. Au regard des accords, au regard de l'histoire, au regard de tout ce qui s'est passé. Et puis on peut parler du complexe économique. Mais le Cameroun n'a pas fait la demande, n'a pas formulé, parce qu'ici il faut quand même relever. Choix fait voilà. C'est bien le Cameroun qui demande aux États-Unis. Si le Cameroun demande, c'est parce que le Cameroun est dessus quelque part. Et puis on peut parler du complexe économisé à partir du moment où on porte à nous les stigmates de la France. Nous parlons aujourd'hui, nous sommes à la francophonie, nous parlons le français comme langue et tout. Donc il n'y a pas de complexe. On a suivi un parcours historique. Donc vous dites que Paris, pour ainsi dire, pour me répéter, Paris moins sur le Cameroun que sur, par exemple, que sur le Mali où les Français sont quand même allés. Ils sont allés faire. Ils s'intéressent moins à la sécurité des Camerounais, il faut le dire. Au Mali, comment ils sont allés sur le terrain? Il y a eu des interventions sur le terrain, les Tchadiens sont allés sur le terrain. Au Cameroun, on a eu l'intervention du Tchad.
qui salue jusqu'à présent. Moi, les Américains qui arrivent, non, il ne faut pas se leurrer. Un intellectuel doit être comme un phare qui éclaire la cité. Il doit éclairer les zones d'ombre. Donc, moi, je ne suis pas là pour faire un discours politique ou institutionnel ou politico-institutionnel. Je suis là pour comprendre que monsieur Ebongo ne fait pas un discours politique institutionnel, où on met un habillage institutionnel. La science politique est une science descriptive, est plus dans les faits. Et pour paraphraser, quelqu'un Machiavel disait, j'ai choisi la voie de la vérité effective de la chose, que mon imagination disait, c'est ce que le professeur Luxon appelait Machiavel le photographe de la réalité. Parce qu'à l'époque, on disait que la science politique, c'est Dieu, c'est ceci. Il faut passer, il faut balayer ces obstacles institutionnels et religieux pour chercher la vérité. Sinon, on ne va jamais trouver la vérité. Donc moi, je ne suis pas un politologue des bureaux ou des institutions. Je suis quelqu'un qui place son analyse au service de son pays, du développement du Cameroun, en essayant de dénoncer les faits. Donc moi, j'ai fait la science politique pratique. Je ne suis pas Bourdieu. Je suis pas... Si vous permettez, alors maintenant, je voudrais réagir. En réalité, ce que je reproche aux collègues, je parlais de la science du soupçon. Vous comprenez? Moi, je ne parle pas sur le soupçon. Vous comprenez? Je vous ai dit qu'il y a des actes qui sont portés, on essaie de les comprendre. Vous comprenez? On essaie de les comprendre. Moi, je ne devine pas les actions posées par des gens. Les acteurs posent des actions, agissent, je décrypte. Je crois que c'est pour cela que vous m'avez invité. C'est-à-dire que vous m'invitez pour faire comprendre à l'opinion publique pourquoi est-ce qu'il y a eu 300, pourquoi les États-Unis et non pas la France. Je vous dis donc pourquoi les États-Unis, je vous dis que, de mon point de vue, le choix rationnel posé par les dirigeants peut s'expliquer par le fait que les États-Unis ont une longueur d'avance en matière de renseignement. Ça, c'est objectif, c'est vérifiable en réalité. Moi, je ne fais pas dans le soupçon. Vous comprenez? Ça, c'est la première chose. Le collègue il a utilisé des clichés disant je suis un homme politique, etc. Je ne défends aucune cause. Vous comprenez? Vous avez appelé un géostratège, j'analyse froidement le théâtre des opérations. Et je donne mon point de vue par rapport à ce qui s'y déroule. Vous comprenez? Et en cette matière, je dis ceci, le Cameroun pouvait choisir n'importe quel pays. C'est-à-dire, si vous regardez bien actuellement, il y a la Chine, il y a Israël même d'ailleurs, il y a l'Allemagne, il y a la France, la Russie et les États-Unis qui ont apporté leur soutien au Cameroun. Dans ce paquet, le Cameroun choisit les États-Unis. Pourquoi est-ce qu'il y a une obsession par rapport à la France? Pourquoi pas la France? Diriez-vous aussi pourquoi pas Israël? Pourquoi pas la Russie? Il y a un choix qui a été posé. Moi, je ne travaille pas sur le soupçon. Je vous dis, je ne sais pas si c'est un désaveu. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que les autorités se sont appuyées sur les États-Unis et ça, c'est objectif parce qu'ils ont une expertise dans le domaine. Premièrement. Deuxièmement, maintenant, on peut imaginer plusieurs scénarios. Premier scénario, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses. On peut mettre des hypothèses. Dans le cas présent, première hypothèse, par exemple, qu'on peut avancer, c'est que, effectivement, peut-être pour rejoindre un peu le collègue, la France est présente véritablement dans la bande sahélo-saharienne. Dans le théâtre malien, effectivement, et il y a une force au Tchad, effectivement, et sans compter la coopération très étroite avec le Niger. Donc en réalité, on peut se dire de ce point de vue que, effectivement, la France a un pied véritablement dans la bande sahélo-saharienne. Et que, je parle d'hypothèse, parce que aussi c'est là un chercheur, et que peut-être le choix du Cameroun pourrait, si vous voulez, s'expliquer par le fait qu'on veut jouer un contrepoids. C'est-à-dire que, en réalité, on ne voudrait pas que la France tienne, si vous voulez, toute cette région et on voudrait un contrepoids. Puisque de toutes les manières, la France, le Cameroun est encerclé d'une certaine manière par les forces françaises. Il y a une base française en N'Djamena, il y en a une autre, les Français sont actuellement en République centrafricaine, au Gabon, ils y sont, et donc à tout moment, le Cameroun peut être phagocyté par l'armée française. Et pour en conclure à ce que vous, comme vous dites justement que c'est un contrepoids, effectivement, est-ce qu'il n'y a pas là cette volonté de repousser Paris un peu plus à distance? Oui, on peut imaginer ce scénario-là, c'est-à-dire que c'est une hypothèse tout à fait probable qu'on peut avancer. Mais lorsque vous parlez de l'encerclement, vous savez que nous sommes dans le cadre de la coopération, vous comprenez? En réalité, il est bien vrai
si vous voulez, sur le plan matériel, sur le plan physique, on peut effectivement voir qu'il y a un certain nombre de bases françaises qui sont aux frontières du Cameroun, on peut l'expliquer. Ça peut être perçu effectivement comme une menace, mais ça peut aussi être rassurant parce que effectivement on est dans un cadre des accords, si vous voulez, dans un cadre de coopération sécuritaire et militaire. Comprenez? Vous savez, lorsqu'on parle de coopération sécuritaire entre les pays, en réalité, ce côté-là est souvent, si vous voulez, oublié. Lorsqu'on parle de coopération, on voit seulement coopération politique, diplomatique et même économique. Mais habituellement, dans le cas de la signature des accords de coopération entre les États, il y a souvent et généralement un volet sécuritaire. Un volet sécuritaire. Dans le cas de la lutte contre Boko Haram, avec certains pays, ce volet sécuritaire a été, comme on peut dire, réactivé. Vous savez, je ne vous apprends rien que il y a des militaires camerounais qui sont recyclés ou bien qui effectuent leur stage en Russie, en Chine, aux États-Unis, en France, et ainsi de suite. Cela entre effectivement dans ce qu'on peut appeler la coopération sécuritaire. Alors, docteur Efouba, vous défendez effectivement l'idée du désaveu de la France, mais alors les Américains dans tout cela, vous pensez qu'ils sont innocents par rapport à la France ou alors qu'est-ce qu'ils viennent pour les beaux yeux du Cameroun? Les Américains. En relation internationale, il n'y a pas de philanthropie, il n'y a que les intérêts. Donc quand les Américains viennent, ils ont que les intérêts. Vous savez que cette zone entre la falaise et la falaise, on dit qu'il y a beaucoup d'odeurs de pétrole. Il y a beaucoup de gisements qu'on a découverts, d'autres qu'on est en train de vouloir exploiter même. Donc, et d'autres ressources aussi. Et d'autres ressources même. Et aussi quand même c'est dire que le Cameroun reste quand même un pays de paix par rapport à cette zone, parce que le Cameroun n'a perdu aucun espace de son territoire jusqu'à présent. Donc je pense que le Cameroun offre une chance, une vraie chance aux États-Unis. Les États-Unis n'ont jamais participé à l'impérialisme ou à la colonisation, de pouvoir se frayer un chemin, de trouver un chemin, parce que la Chine dévance les autres, la France est là depuis, les États-Unis étaient trop en retard. Donc je pense que, au regard des richesses que regard le Cameroun, au regard même du climat camerounais, au regard des activités qu'on peut mener ici, je pense que là, les États-Unis tissent la toile et vont exploiter forcément dans l'avenir, dans les 50 ans qui arrivent, au plan économique, il y aura des multinationales américaines qui vont exploiter, qui sont même déjà là, qui vont exploiter les gisements. Donc c'est le prix à payer. En relation internationale, il n'y a pas d'amis entre les États, il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de philanthropie, il n'y a même pas d'aide. C'est les intérêts qui comptent. Et vous voyez ici, le Cameroun séduit par ses atouts, par sa position géopolitique. Donc le Cameroun a des charmes. Et ça, ces charmes attirent les États-Unis. Ce n'est pas seulement les beaux yeux des États-Unis ou bien la France. D'ailleurs, si ce n'était que pour ça, compte tenu des reproches, entre guillemets, qu'on fait au Cameroun, de ne pas respecter les droits de l'homme, de ne pas être un pays totalement démocratique, je ne suis pas sûr que Barack Obama aurait jeté le dévolu au Cameroun. Parce que, à moins que je ne me trompe, je ne suis pas sûr que quand il fait les visites en Afrique, il s'arrête souvent au Cameroun. Donc je pense que c'est à partir de ces raisons, on voit que le choix est stratégique et il est économique. Alors, mais oui, il y a le golfe du Persique, le golfe Persique, pardon, et lui est pratiquement, ça devient très très compliqué de ce côté. Quelques analystes disent que le golfe des Guinées devient le pendant de ce que le golfe Persique a été jusqu'ici pour les États-Unis. Et donc il y a ce repositionnement ici, et quelles peuvent en être finalement les conséquences là pour... Oui, je crois que la question que vous posez est très importante. Je crois que pour une fois depuis le début de l'émission, je suis d'accord avec le collègue. En réalité, il y a un article très intéressant qui a été rédigé par NNI, le professeur Vomela. Ah oui. Volson Vomela. Effectivement, un article publié dans Enjeu. Enjeu, oui. Il parle de pétrostratégie, appel d'empire. Donc en réalité, c'est un article qui a été écrit au début des années 2000, 2004, 2005. Effectivement, depuis le début des années 2000, on assiste à un repositionnement du golfe de Guinée sur l'échiquier géopolitique mondial. En ce sens que, et vous faites très bien de le dire, que la région qui servait de source d'approvisionnement des États-Unis en ressources énergétiques, cette zone-là, notamment le golfe arabo-persique, effectivement, est une zone en proie aux tensions politiques et même aux conflits. Donc en réalité, les États-Unis ont trouvé dans le golfe de Guinée, si vous voulez, un site approprié, d'abord en raison de la qualité du pétrole qui y est exploité. Il s'agit d'un pétrole moins lourd et de bonne qualité, en raison de la proximité des côtes
africaine avec la façade orientale des États-Unis, effectivement, parce que le chemin est assez court. Et il s'agit également d'une voie maritime qui est assez sécurisée par rapport à l'Asie. C'est-à-dire, lorsqu'il va falloir prendre la Méditerranée ou bien l'océan Indien, le Pacifique et autres, c'est plus long et c'est plus périlleux. Mais plus fondamentalement, on ne parle pas ici du golfe de Guinée, parce que le théâtre des opérations, c'est plutôt dans le bassin du lac Tchad. Et je suis aussi d'accord avec ce que le collègue disait. C'est-à-dire que le bassin du lac Tchad est une zone stratégique. Et retenez que partout où il y a de l'eau, il y a des richesses. Absolument. Partout où il y a de l'eau. Tous les espaces hydriques dans le monde sont des espaces potentiellement riches en ressources naturelles. Le bassin, le lac Tchad est un lac, est une formation hydrologique très importante. C'est, si je ne dis pas une bêtise, le troisième lac plus important en Afrique en termes de biodiversité, où on y retrouve une diversité d'oiseaux, d'animaux et même de végétaux. C'est-à-dire, c'est un lac stratégique. Mais je ne veux pas rester au niveau des ressources faunistiques et floristiques, mais également en dessous, il a été prouvé qu'il s'agit d'une véritable nappe de pétrole. On pourra peut-être, on s'avance, on s'achemine vers l'exploitation de ces ressources onshore. Mais je crois que, et je suis aussi d'accord avec lui, que à côté des considérations géostratégiques que j'ai énoncées à l'entame de mon propos, qui consistait à dire que les Américains, en raison de la politique de l'action préemptive, c'est-à-dire d'évancer l'ennemi dans l'attaque, effectivement, les Américains, à côté de ces raisons géostratégiques, il y a des raisons géoéconomiques, parce qu'il s'agit d'une région très importante. Et on va donc comprendre, et c'est tout à fait légitime, c'est pas mauvais qu'une zone suscite les appétits ou les convoitises, c'est pas mauvais en réalité. Vous voyez, il a parlé de femmes, je vais chuter peut-être par là. Une belle femme ne demande qu'à être courtisée. Mais une belle femme, on s'attend parce qu'une belle femme cède facilement aux avances de tel ou tel. La belle femme doit faire des calculs rationnels. Et là, le Cameroun a fait un calcul rationnel. On n'a pas encore fait, c'est-à-dire que pour le moment, il s'agit de résoudre un problème géostratégique, un problème fin à ce conflit. Et le reste, c'est pas aujourd'hui qu'on a découvert les ressources halieutiques, pas seulement halieutiques, les hydrocarbures dans le bassin du lac Tchad. On sait très bien que la région de Kousseri regorge énormément de ressources pétrolières. Alors, docteur Ifouba, dans ces conditions, les États-Unis ont pris une option sérieuse, pour parler, comme on dit dans les matchs, les rencontres sportives, une option sérieuse dans cette partie-là, en 300 soldats qui viennent. Et comment, dans le cadre de la science politique, comment est-ce que les autres puissances se comportent en ce moment-là? Des États-Unis qui ont vraiment pris pied, et qu'est-ce qui va se passer de l'autre côté? La France, la Russie, la Chine, à quoi on peut s'attendre? Vous savez que poser une question importante, vous savez que la géopolitique, pour caricaturer, c'est la recherche de la puissance, le déploiement de la puissance. Or, ces pays s'affrontent depuis la fin de la guerre froide. Ouais, il y a comme une réduction de cas. D'abord, si vous ne croyez pas de la fin de l'histoire, c'est-à-dire, on lisait les relations internationales sous la forme de la bipolarité. On est arrivé à la fin de la bipolarité avec la chute du mur de Berlin. L'unipolarité, les États-Unis qui tombent le 11 septembre. On dit que le monde est devenu multipolaire. Et d'autres pensent même que le monde est devenu apolaire. Ce qui fait qu'il y a comme un redéploiement, un tourbillon de la scène internationale. Et les États, vous voyez la Russie qui s'oppose, la Chine qui s'oppose aux forces de l'OTAN de l'autre côté. Donc il y a comme une renaissance. Je n'ai pas envie d'être nostalgique pour dire qu'à la guerre froide. Donc ces États vont intervenir à des espaces différents pour montrer d'abord leur capacité militaire. Par cette action, les États-Unis montrent leur puissance militaire. Parce qu'on parle de l'hyperpuissance américaine. Et cette puissance est matérielle sur le terrain et apporte des résultats par rapport aux autres. Donc c'est une longueur d'avance que les États-Unis prennent. Et cette position va séduire beaucoup. D'ailleurs, le Nigeria a demandé de l'aide, les États-Unis ont refusé. Pourquoi le choix du Cameroun? Donc c'est pour dire que les autres puissances vont se mettre en ordre pour essayer de participer à cette course. Parce que c'est une course aux intérêts. Certes, il y a beaucoup d'intérêts, il y a des intérêts, il y a la vente des armes.
Parce que quand on vous donne les équipements, ne soyez pas naïfs, quand on vous donne les équipements, on vous dit on vous donne l'équipement cadeau. Sur le terrain, si les équipements sont performants, vous allez vous retourner qui peut acheter des nouveaux équipements. C'est sur le partenaire qui vous a donné les équipements. Donc, en vous donnant l'aide, c'est un peu, comme on dit en commerce, que quand votre client, celui qui achète, vous donne vous donne des cadeaux. Par exemple, vous achetez les tomates, on vous en donne 10 cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux, c'est pour fidéliser. Donc, l'achat de ces matériels que les différentes puissances viennent donner, ça n'a pas. Donc, désormais, au lieu d'acheter uniquement à la France ou à la Chine, on pourra acheter aux États-Unis. Donc, il y a aussi là l'idée de commerce, de commercialisation. Et puis, d'autres éléments vont entrer en jeu un peu plus tard. Donc, je voudrais dire que les autres puissances vont s'allier. Parce que ce n'est plus que, comme j'ai colonisé le Cameroun m'appartient. Comme j'ai colonisé le Nigeria, ça appartient à l'Angleterre. Donc le monde a changé. Aujourd'hui même, les théoriciens des relations internationales sont un peu perturbés quant à trouver une formule idoine pour essayer de reclasser, catégoriser les nouveaux enjeux sécuritaires dans le système mondial. Donc je pense que les autres puissances vont emboîter le pas et vont préserver les acquis dont la France ne va jamais renoncer, même la Chine. Chacun doit faire, comme on parle de la cour, chacun doit montrer la plus belle image de son humanisme, de sa solidarité, pour plus tard tirer un peu grand profit. Ah oui, docteur Boro, vous dites coopération internationale diversifiée, c'est bien ce que vous défendez. Oui, je crois que, mais est-ce qu'au-delà de cette diversification, ou alors en arrière-plan de cette diversification, il n'y a pas ces rudes batailles-là, comme on les voit souvent sur le champ international? Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. Oui. Je vous ai dit qu'il y a des espaces stratégiques dans le monde. Le golfe de Guinée en est un. Le bassin, actuellement le bassin du lac Tchad en est un autre. Le bassin du lac Tchad, longtemps, a été considéré, si vous voulez, comme une zone grise. Lorsqu'on parle du bassin du lac Tchad, il ne s'agit pas seulement de la partie camerounaise drainée par si vous voulez, les affluents du lac Tchad, c'est-à-dire le Gone, le Chari, la Yobe et autres. Mais il s'agit d'un espace un peu plus grand. Le bassin du lac Tchad se situe à cheval entre le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Tchad. Et on peut avoir un bassin conventionnel qui va au-delà, qui englobe même la Centrafrique et ainsi de suite. Donc en réalité, il s'agit d'un espace stratégique qu'on a découvert depuis. On a découvert cet espace-là comme un espace, comme une zone de nuisance. C'est la première considération qu'on avait du bassin du lac Tchad. Et peut-être si on veut étendre de la bande sahélo-saharienne. Comme vous dites, une zone de nuisance. Une zone de nuisance, c'est-à-dire un trou noir. Ah, oui, il fallait une zone qui échappait au contrôle des États. Oui, parce qu'on est vraiment dans la zone, dans la bande sahélo-saharienne. Oui. C'est la première considération qu'on a eue véritablement par rapport à ce bassin du lac Tchad. Mais par la suite, depuis quelques années, on a découvert que le bassin du lac Tchad, effectivement, regorgeait d'énormes ressources et que le lac Tchad, je vous ai dit il y a quelques instants que partout où il y a de l'eau, il y a des ressources. Le bassin du lac Tchad regorge d'énormes ressources. Le lac Tchad, particulièrement, est une mer. Parce que le lac, c'est quoi? C'est une mer intérieure. C'est-à-dire c'est une mer qui est située à l'intérieur des terres. C'est ça, en fait, le lac. Et c'est une zone très vaste, en réalité. Donc, comme je le disais, il y a des considérations géostratégiques, comme il y a effectivement des considérations géoéconomiques. Plus fondamentalement, par rapport au conflit à l'extrême nord du Cameroun, le Cameroun a densifié et intensifié sa coopération sécuritaire. Oui. Il y a au moins 5 grands partenaires qui sont intervenus sur cet échiquier. Il y a au moins 5. Et les 5 n'apportent pas nécessairement les mêmes choses au Cameroun. Comprenez. Il y a la Chine, le président Paul Biya a reçu un groupe d'hommes d'affaires qui fait dans l'armement. Il les a reçus il y a quelques mois déjà. Effectivement, pour finaliser des accords en matière de fourniture des équipements militaires. Cameroun a reçu une aide de la Russie, une aide non seulement humanitaire, mais une aide également en termes d'équipement. Le Cameroun a reçu des équipements de l'Allemagne, notamment des véhicules militaires. Le Cameroun a reçu une aide de la France, notamment dans le cadre du renseignement, et ainsi de suite. Le Cameroun a reçu, il y a quelques mois, je crois que c'était en juillet, le président Paul Biya a reçu le commandant des opérations américaines en Afrique, le général Bolduc, effectivement, et il s'agissait, n'est-ce pas, de voir dans quel cadre
on pouvait envisager le déploiement de cette force-là. C'est-à-dire pas de cette force, mais de 300 militaires, de 300 militaires américains, ce qui a été fait. Donc il s'agit d'une coopération riche, qui est dense, mais qui est tout à fait diversifiée. Oui, oui, mais qui n'est pas conflictuelle entre les puissances. Non, mais écoutez, lorsque vous avez beaucoup de partenaires qui se lancent dans un champ, nous sommes dans le champ géopolitique. Le champ géopolitique est travaillé et traversé par la rivalité. Et je suis aussi peut-être d'accord avec ce que le collègue disait, c'est-à-dire qu'on ne s'attend pas à ce que... Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas Moi, non, je suis d'accord, il a dit dans son développement. Je suis d'accord avec ce que je vais dire, parce que vous n'avez pas encore suivi ce que je vais dire. Ah, voilà. Voilà. Je dis, le collègue l'a effleuré tout à l'heure, lorsqu'on parle, si vous voulez, des puissances qui manifestent comme un certain intérêt pour une région qui peut être stratégique, effectivement, il y a beaucoup de rivalités. Écoutez, nous sommes trois. S'il faut courtiser une femme, nous allons nous faire des crocs en jambes pour avoir cette femme-là. Ne vous attendez pas que je vous dise, bon, allez d'abord la séduire, si elle vous refuse, j'irai à mon tour. Non, nous allons tous ensemble, mais en utilisant, ou bien en usant de moyens pour, si vous voulez, affaiblir l'autre dans cette course-là, tout simplement. Ok. Alors, pour revenir à la réalité du terrain, avec ces attentats suicides qui ont endeuillé le Cameroun depuis un certain nombre de mois, alors est-ce qu'on peut penser que l'intervention américaine va véritablement arrêter la saignée, et dans quel est-ce qu'en regardant à peu près ce que les Américains ont fait ailleurs, à quoi peut-on s'attendre pour le Cameroun? D'abord parce que les Américains vont donner des renseignements plus authentiques au régime de Yaoundé. Parce qu'il y a des dissonances qui viennent de ce côté. Donc à partir de cette installation, leur bureau de contrôle, on aura des informations. Et il y a aussi un autre aspect, si jamais il y a des complicités, ces complicités seront révélées parce que les drones vous filment. Donc les images vont révéler vers Yaoundé. Donc à ce point de vue, parce qu'il y a une thèse qui pense que si Boko Haram continue à agir aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des complicités camerounaises et que dans les écoles coraniques, dans certaines localités... Mais on a arrêté beaucoup de gens, on ne les a pas exploités. Beaucoup de gens, on les a exploités, mais il faut la transparence. Donc, ce double jeu va finir, excusez-moi, avec l'arrivée des Américains en termes de formation. Maintenant, en termes de formation militaire, entraînement, des entraînements avec de nouveaux équipements pour protéger nos forces armées, je pense que là aussi, il y aura une grande amélioration. Et du point de vue même de la dissuasion, je pense que les éléments de Boko Haram installés dans une forêt au Nigeria commencent à trembler. Parce que quand les Américains arrivent, ils ne vous dévoileront jamais leur stratégie. Parce que quand ils ont fini avec Ben Laden, ça a pris beaucoup de temps. Donc je pense que les jours de ce groupe, ces jours sont comptés. Je pense aussi que là, les Américains espèrent une belle opportunité de pouvoir peut-être amener le Cameroun à achever définitivement cette guerre, comme les Américains l'ont fait à Bakassi, au plan international, au tribunal et tout. Donc je pense que c'est des points que les Américains vont gagner. Mais de l'autre côté aussi, dire qu'on va éradiquer totalement, vous savez que les théoriciens parlent d'une guerre asymétrique, d'une guerre lâche, et on voit là un peu la dimension suicidaire qui se développe dans notre territoire, quand on voit les petites filles et tout. Et il y a aussi là, peut-être on va aborder la question plus tard, il y a aussi la dimension sociologique, sociale, la dimension économique, la dimension de la justice sociale, de la redistribution des biens de la République qui doit être corrigée au Cameroun pour que finalement chaque Camerounais se sente intégré dans la République, parce que la République c'est le bien de tout le monde. Donc quand on a des zones où on a des villages qui sont très riches avec des gens... On y reviendra, parce que justement la redistribution des richesses, elle est importante pour mieux comprendre aussi l'insécurité d'une certaine manière qui sévit au Cameroun. Bon, la résolution du problème ne sera pas seulement militaire. Oui, je voudrais réagir sur la même question. Tout à fait. En réalité, il ne faudrait pas qu'on dessine un schéma très optimiste. Oui, parce que il ne faudrait pas qu'on croie que le déploiement de ces 300 militaires-là annonce déjà la fin de cette sale guerre. On est entré depuis dans une guerre d'usure. Une guerre d'usure. Vous savez que la guerre contre le terrorisme est une guerre qui met beaucoup de temps, qui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'est pour cela que je parlais d'une guerre d'usure. Donc en réalité, on pourra avoir des moments d'accalmie, on pourra avoir des moments où il y aura une recrudescence en termes d'attaque
Mais effectivement, les moments d'accalmie seront des moments qui auront été bénéfiques à la collecte du renseignement. C'est-à-dire qu'on aura eu des renseignements qui aura facilité la prévention des risques. Mais lorsqu'on aura des frappes, disons des attentats et autres, il y aura eu faille dans le dispositif de sécurité. Donc il ne faut pas s'attendre à l'immédiat, à la fin de cette sale guerre. Ça prendra des années. Hélas, mais ça prendra des années. Autre chose aussi que je voulais ajouter, mais on peut quand même s'attendre à une redistribution ou à une reconfiguration du théâtre des opérations. C'est-à-dire qu'avec l'implication, ou si on veut, l'intrusion des États-Unis sur le théâtre des opérations, on pourra, effectivement, cette intrusion-là va bénéficier aux troupes camerounaises et aussi plus fondamentalement aux troupes de la coalition, parce qu'ils auront à bénéficier, n'est-ce pas, du renseignement qui est tout à fait nécessaire dans la lutte contre ce genre de mouvement. Mais il y a une crainte, hélas, l'intrusion, c'est le terme que je vais encore utiliser ici. L'intrusion des Américains dans ce théâtre d'opération peut radicaliser ce groupe. Oui, parce qu'effectivement, on peut se dire que tant qu'ils luttaient contre leurs frères noirs, les attaques étaient, on va dire, un peu douces, même si... Mais on n'a pas vu. J'ai dit un peu. Oui. Non, c'est sauvage, évidemment. Absolument. C'est une image que je vais utiliser. C'est sauvage, mais cette fois-ci, on peut s'attendre à pire. Parce qu'effectivement, ils vont se rendre compte que l'ennemi que nous essayons de combattre, il n'est plus loin, comme on pouvait le penser, c'est-à-dire aux États-Unis, en France. Mais il est là, effectivement, dans le champ des opérations. Et à ce niveau-là, on peut s'attendre à une cruauté exacerbée des éléments de Boko Haram, histoire de punir les autorités camerounaises dans leur choix. C'est aussi votre avis? Non, pas du tout. Là, je partage pour la vue de ces deux hypothèses. D'abord, la première, quand il dit que c'est une guerre d'usure qui va durer des années, je ne sais pas s'il lit dans une boule de cristal. Oh là là. Je ne vois pas l'armée nigérienne, les éléments de Boko Haram. Je ne vois pas ces éléments perdurer dans le temps parce qu'ils n'ont pas l'expérience d'Al-Qaïda ou d'Armée au Mali. Donc je ne suis pas sûr que ce groupe va résister pendant plusieurs années. Donc, vous leur donnez combien de mois? Vous trouvez qu'ils sont bien suffisamment affaiblis comme ça? Ils sont suffisamment affaiblis parce que c'est des attaques là. Et nous devons être optimistes. Parce que quand vous jouez un match, vous devez être optimiste. Quand vous êtes en guerre, les troupes chantent l'hymne. Donc nous devons être optimistes. Quand on dit une guerre d'usure, on affirme. Et si la guerre s'achève dans 6 mois, qu'en dira-t-on? Voilà. Une autre chose, on ne peut pas dire qu'ils vont se radicaliser parce qu'ils sont déjà des radicaux, ils exécutent, ils balaient les maisons, c'est une image est horrible. Donc il n'y a plus autre cruauté. En dehors de cette cruauté, il n'y en a plus une autre dans le monde. Donc on ne peut pas dire que les attaques sont douces, non. C'est vraiment... Non, là, c'est vraiment... C'est pas ce que j'ai dit. On ne peut pas dire que... J'ai dit qu'on va passer à un degré élevé. Je n'ai pas dit que les attaques sont... Le mot doux a été utilisé ici. Non, mais c'était juste une fleur. Non, c'est pour dire que... Ce que je vais dire, excusez-moi, chers collègues, ce que je vais dire pour que nos propos, pour qu'on comprenne, vous comprenez, une guerre conventionnelle a un début. On commence par une déclaration de guerre et s'achève habituellement par la reddition du camp qui a perdu. C'est ça la guerre classique. On vous parle de la Première Guerre mondiale, 14-18. Voyez. Deuxième guerre mondiale, 39-45. La guerre contre le terrorisme, c'est une guerre sans fin. Je vous ai dit qu'il y aura des épisodes. Et là, je parle en tant qu'expert de ces questions. Vous pouvez le regarder dans le monde. Et vous pensez vraiment que les États-Unis, depuis le 11 septembre 2001, ont mis fin à Al-Qaïda? Non, mais il s'agit en réalité d'un ennemi qui agit comme un hydre de mer. C'est-à-dire, on coupe une tête, une autre. C'est-à-dire, lorsque vous prenez par exemple l'État islamique, dont on parle tant au Liban, et au Liban principalement, ben, évidemment, ce groupe terroriste-là est venu s'ajouter à quoi? Il est venu se mettre à côté de Al-Qaïda. Et en plus même, je ne sais pas sur quoi se fonde l'optimisme du collègue, mais en réalité, on assiste à une internalisation de Boko Haram. D'ailleurs, on ne parle même plus de Boko Haram. On parle de la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Pour dire quoi? Et cela peut même justement justifier, autant pour moi, l'implication des Américains dans ce théâtre d'opération. C'est-à-dire que à cause
de l'internationalisation de ce groupe qui était jusque-là circonscrit dans le bassin du lac Tchad, c'est-à-dire les visées expansionnistes de ce groupe-là appellent une réaction forte de la communauté internationale, notamment des États-Unis, qui se disent que si ce groupe arrive à tisser des filiations ou des liens étroits avec AQMI ou avec les groupes radicaux comme le Mounjao ou Ansaro, effectivement, on peut arriver à une situation explosive. Mais est-ce que ce n'est pas déjà perdu là, avec tout le terrain gagné par l'État islamique, qui a vraiment le vent en poupe là? Est-ce que vous voulez donc qu'on baisse les bras? Oui. C'est pour cela justement que le Cameroun a fait appel aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Moi, je préfère encore l'appeler Boko Haram parce qu'il s'agit de sécuriser l'espace du bassin du lac Tchad. Vous voyez, la force qu'on est en train de mettre en place, c'est une force qui concerne les 4 pays plus le Bénin du bassin du lac Tchad. Oui. C'est-à-dire la CBLT plus le Bénin, les Niger, Nigeria, Cameroun et Tchad plus le Bénin. Donc cette force-là est circonscrite dans la sécurisation de ces espaces. Mais lorsque vous regardez maintenant la configuration de Boko Haram a un agenda qui va au-delà du bassin du lac Tchad. Un agenda en réalité qui couvre carrément le bassin du Niger. C'est-à-dire on se situe dans 2 espaces géopolitiques, l'espace géopolitique de la commission du bassin du lac Tchad, la CBLT, et l'espace géopolitique de l'autorité du bassin du Niger, c'est-à-dire l'ABN. Donc il y a comme fusion de ces 2 entités sous le coup, n'est-ce pas, des menaces de Boko Haram. Alors, vous maintenez, est-ce que vous ne pensez pas que dire que d'ici quelques mois, il faut être... Comparaison n'est pas raison. Ça n'a rien à voir avec tous les groupes qu'on a cités, puisque jusqu'à ce moment, aucun élément de Boko Haram n'a récupéré un espace territorial du Cameroun. C'est-à-dire le Cameroun est souverain à travers toutes ses frontières. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des agressions, même en France, il y a le terrorisme. Mais à l'intérieur du Cameroun, ce groupe ne peut pas s'installer. Ce n'est pas possible. Et c'est le plus grand combat que nous menons. Avant ça, il y avait les coupeurs de route, il y a le grand banditisme, il y a les braqueurs. Donc la menace doit rester résiduelle là. La menace est résiduelle à partir du moment où le Cameroun couvre son territoire. Et l'armée camerounaise a montré toutes ses forces. Et le dogme du spécialiste, si on avait tant de brillants géostratèges, le Cameroun ne serait pas retrouvé à ce niveau. Qui enseigne à l'EMIA, qui enseigne dans toutes les grandes écoles, c'est qu'on n'est pas dos au mur. Pourquoi on va chercher l'expertise américaine? J'ai dit le dogme, donc je parle de tous les spécialistes. Donc le fait de dire, je parle d'autorité, je suis spécialiste, on va là, ça nous a amené. Oh là là. Bon, si vous permettez, on ne va pas entrer dans ces débats, si vous permettez. On ne va pas entrer dans ces débats. Je trouve tout à fait déplorable, comprenez, qu'on en arrive jusqu'à là, parce que j'accepte qu'on ait des regards différents par rapport à une réalité, vous comprenez. Mais il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là, qui ont certainement une longueur d'avance par rapport à d'autres, vous comprenez. Nous sommes la guerre contre le terrorisme partout dans le monde. Il ne s'agit pas de dire comparaison, non pas raison. La guerre contre le terrorisme est une guerre longue. Vous comprenez? Lorsqu'on parle d'une guerre, en réalité même le terme même approprié n'est même pas la guerre. Mais puisqu'on ne peut pas qualifier cela autrement, on utilise le vocable guerre. Le terroriste, c'est quoi? Vous avez parfois des cellules de 3-4 personnes. Ils préparent un attentat, quelqu'un passe et fait exploser, vous arrêtez un membre. Il y a mutation de cette petite cellule-là, c'est difficile, vous comprenez. Il ne faudrait pas qu'on fasse croire aux gens que le bout, la feuille est proche. Je suis d'accord avec ce que le président Boari et même le président Déby ont dit, c'est-à-dire que la configuration quasi symétrique de la guerre contre Boko Haram, en réalité, cette configuration-là est déjà achevée. C'est-à-dire la guerre, entre guillemets, classique contre Boko Haram est finie. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne va plus s'attendre aux éléments de Boko Haram qui viennent se parader avec des chars, une longue colonne de 500 personnes sur des pick-up et autres. Non. Cette guerre est devenue pernicieuse. Vous comprenez? Elle est souterraine. Elle est menée. Il a parlé de lâcheté, je suis d'accord sur ce mot-là. Elle est faite par des lâches. C'est pour cela justement qu'on travaille en termes de renseignement. C'est-à-dire que ce n'est pas le déploiement des chars qui met fin à ces gens de guerre, mais c'est le renseignement. Parce qu'il faut dénicher, il faut délocaliser, il faut déloger ces ennemis partout où ils se cachent. Parce que le terroriste,
contrairement à ce qu'on peut penser, les terroristes ne sont pas nécessairement dans une forêt quelque part là, en train de se préparer, mais ils se fondent même dans la population. Il y a ce qu'on appelle les cellules dormantes. Oui, il y a des cellules dormantes. Il y a des cellules dormantes. Oui. Donc c'est grâce au renseignement qu'on peut arriver à détecter ces genres de cellules dormantes en réalité. Donc il ne faut pas que on baisse la garde parce que cette guerre-là, elle n'est pas prête à s'achever. Il y aura montée, pas seulement qu'il y aura, on y assiste déjà, on assiste à une montée en puissance des forces de sécurité. Les forces de sécurité sont les forces de première et de deuxième catégorie, c'est-à-dire la police et la gendarmerie, c'est-à-dire des forces qui ont été formées en termes de collecte de renseignements. Voilà. C'est moi qui avais la parole. Oui, vous l'avez pris. Oui, avant de me relancer, je pense que mon collègue aussi bien fait une confusion entre le terrorisme comme nouvelle approche qui intègre les relations internationales, qui est une donnée, et entre ce qui se passe particulièrement à la frontière du Cameroun, entre les éléments de Boko Haram et l'armée camerounaise. Et cette guerre n'a jamais été une guerre classique, même entre guillemets, puisque Boko Haram n'a pas une armée, n'a pas de territoire, c'est un groupe terroriste. Mais il l'a souligné. Oui, donc on dit entre guillemets, on ne doit même pas prononcer le terme quasi ou entre guillemets. Donc cette guerre n'est pas conventionnelle. Elle n'est pas conventionnelle. Oui, pas les conventions de Vienne, elle n'est pas conventionnelle. On dit qu'elle est quasi. Le type de terrorisme qui se développe un peu partout en Afghanistan, un peu partout, n'est pas le même type qui se développe à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Puisque les problèmes de Boko Haram concernaient d'abord le Nigeria au départ. C'est parce que il y a eu d'autres éléments qui sont entrés en jeu que le Cameroun a été attaqué. Donc ne nous donnez pas l'impression que nous allons vivre le terrorisme comme en Afghanistan, comme au Pakistan, comme à Ankara, à la capitale, 95. Non, on ne peut pas. Il faut pas. C'est pas le déluge. C'est-à-dire qu'il faut pas être pessimiste. Donc je pense qu'un chercheur doit avoir la vérité scientifique, il doit aussi avoir la vertu pour des lendemains meilleurs. Donc moi je ne suis pas dans cette approche pessimiste où on refuse de dire la réalité, on dit plutôt que c'est une guerre d'usure. C'est ce que je dirais quelque part que peut-être même c'est pas ce cas. Vous avez des problèmes au niveau de la terminologie. Nous sommes dans un débat interactif. Est-ce que je peux me Je crois que vous avez des problèmes en termes d'emploi. Alors, il a la parole. Attendez, nous sommes dans un débat interactif, vous comprenez. Il peut me m'interrompre d'ailleurs. Nous sommes collègues. Je crois qu'en classe, les étudiants posent des questions. Vous ne venez pas en classe, vous déroulez le cours pendant 2 heures, vous partez. On peut vous interrompre, je crois. Donc, je crois qu'il faudrait même, pour que le débat avance, qu'on sache même ce qu'on entend par guerre d'usure. Vous comprenez? Lorsqu'on parle de guerre d'usure, il s'agit, et je l'ai dit dans mon propos antérieur, je dis que c'est une guerre qui est ponctuée des épisodes d'accalmie. Vous avez l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus rien. Vous passez 3 mois, 4 mois, parfois 6 mois sans aucune attaque. Après, subitement, pendant une semaine, vous avez 2, 3, 4 attaques. Vous comprenez? C'est ça qu'on entend par guerre d'usure. Et maintenant, je suis d'accord avec lui parce que je ne sais pas pourquoi il doit toujours chercher, soupçonner les propos que j'utilise. Lorsque j'ai parlé de guerre quasi conventionnelle, qu'est-ce qui donne le caractère quasi conventionnel à cette guerre-là? En réalité, tout simplement parce que lorsque vous avez une guerre, la guerre se fait entre des armées. On a eu une armée camerounaise de ce côté. On avait, entre guillemets, une armée Boko Haram. Qu'est-ce que fait une armée? C'est les données quantitatives, c'est-à-dire les troupes. Les données qualitatives, c'est-à-dire l'armement, et ainsi de suite. Donc, la stratégie, et c'est même la même stratégie qu'on retrouve au niveau de l'État islamique, c'est-à-dire la conquête des territoires. Absolument. Or, les groupes terroristes classiques ne cherchent pas à conquérir des territoires. Parce que l'objectif de Boko Haram, à l'époque, c'était effectivement établir un califat. On ne pouvait établir ce califat qu'à travers la conquête des territoires. Et c'est pour cela donc on a parlé, et dans tous les spécialistes dans le domaine, je vais juste citer comme ça un aîné comme le docteur Oneng, et je suis d'accord avec lui lorsqu'il parle de ça. On est vraiment dans un schéma quasi conventionnel, ou si vous voulez, presque conventionnel, mais ce n'est pas conventionnel. Et je suis d'accord avec le collègue lorsqu'on dit que la guerre se fait entre des unités armée au service, n'est-ce pas, d'un impératif politique. C'est-à-dire qu'on se bat pour remplir, si vous voulez, une mission confiée par le pouvoir politique. Pour atteindre une fin définie, justement, par le pouvoir. Voilà. Alors, vous aviez la parole. Je voudrais quand même dire que nous ne sommes pas là
pour la clarification des concepts, ou bien pour un cours de géostratégie, de tout ça. Parce que tout le temps que nous passons, c'est pour expliquer les concepts, la guerre d'usure et tout ça. Je pense qu'on est là pour analyser et trouver des réponses. Parce que s'il faut toujours revenir sur qu'est-ce qu'on appelle terrorisme, qu'est-ce qu'on appelle guerre d'usure, on croyait qu'on est en première année de Sciences Po. Je ne sais pas, moi j'ai fait géopolitique avec le professeur Ntoula, j'ai fait géostratégie avec le professeur Ntoula en 3e année, en 4e année. Donc j'ai étudié tous ces éléments-là. Donc je ne pense pas que c'est à moi qu'on peut faire des géostratégies sur la défense. Non, mais je crois qu'il y avait juste une clarification. Je ne vous fais pas un coup, cher collègue. Ça nous avance pas. Je ne vous fais pas un On a envie de faire l'analyse. Je voudrais dire que le terrorisme a des niveaux. Le volume de terrorisme à l'échelle mondiale n'est pas dégradation, n'est pas le même volume qu'on a à la frontière entre le Nigeria et le Cameroun. Et Boko Haram n'a jamais eu à conquérir un espace territorial. Quelle est la victoire de Boko Haram? Ce n'est que les exactions et tout. Quel est le territoire que Boko Haram, on va dire qu'ils sont dans tel lieu au Cameroun, comme Agni et dans tel point, ils sont où? Ils sont au Nigeria depuis. Donc je ne pense pas qu'ils n'ont même plus moyen d'avancer. Parce que Boko Haram est encerclé de part et d'autre. Peut-être qu'il faut attendre des renforts. Comme vous dites, c'est des groupes qui mutent, un renfort venant peut-être d'Agni ou de Al-Qaïda. Mais là, si les États décident de finir avec Boko Haram, on fait le cercle, la ceinture sur Boko Haram. Je suis sûr qu'au bout d'un certain temps, on ne parlera plus de Chekao de Boko Haram. C'est-à-dire si les États décident, les États puissants, avec les forces armées, même là où les filles sont cachées, on dit on va vous traquer jusqu'au bout. On va finir avec Boko Haram. Donc il ne faut pas donner l'impression que Boko Haram c'était un groupe qui est très puissant, qui a développé des stratégies. Non, enfin, c'est un groupe lâche. Donc moi je pense qu'il ne s'agit pas de convoquer les théories, toutes les théories. C'est vous qui parlez de théories, moi je n'ai académique. aucune. Il s'agit de répondre de manière pratique, décisive à des questions. Si vous permettez, juste une petite précision. L'impression qu'on a ici, c'est que Boko Haram est cantonné quelque part. Vous comprenez? C'est une impression qui est tout à fait fausse. Boko Haram, dans sa configuration ancienne, c'est-à-dire avant février 2015, c'est-à-dire avant l'entrée en matière, en guerre du Tchad, effectivement, ils avaient tel village, ils avaient telle région, et ainsi de suite. Actuellement, vous avez beaucoup d'éléments de Boko Haram qui se sont infiltrés dans les régions frontalières du bassin du lac Tchad. Vous comprenez? Et ce sont ces éléments-là qui frappent, effectivement, c'est-à-dire qui procèdent aux attentats suicides. Donc, en réalité, l'illusion ici, c'est de croire que on va déployer. Vous n'allez rien voir. Vous allez voir peut-être, comment je peux dire... Donc on a beaucoup parlé de la forêt de Sambisa. Non, effectivement, c'est un fief. C'est un fief. Vous pensez qu'ils y sont vraiment? Ah, ben ils sont plus. Vous y pensez qu'ils y sont vraiment? Ils sont partout. C'est ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que ce n'est pas en prenant d'assaut la forêt de Sambisa que vous aurez mis fin à ça. Ce que je veux dire, c'est que ces gens sont un peu partout et ils se sont émiettés. Ils sont en plusieurs petits groupes. Et c'est ça dont le caractère pernicieux je veux dire, dans la lutte contre Boko Haram. Parce qu'il s'agit de petits groupes démentés et qu'il faut réduire à néant. Alors, on a abordé suffisamment cette question-là, implication. Mais alors, dans tout ceci, le président Biya, il y a quand même une redistribution des cartes, on va en parler maintenant. Cette redistribution des cartes, j'y arrive, avec le président Paul Biya. Alors, est-ce que ce n'est pas un repositionnement du président de la République auprès de Washington? On l'a vu ces dernières semaines, on avait dit le président Biya, il y a de l'eau dans les gaz entre lui et Paris, mais Hollande est venu et maintenant il va beaucoup plus loin, c'est Washington. Il obtient finalement ce qu'on ne pouvait peut-être pas espérer il y a quelques semaines ou quelques mois, de sa part, Dr Ifouba. C'est ça qui fait la particularité, la singularité, la spécificité du chef d'État du Cameroun. C'est un homme particulièrement chanceux et qui finalement montre qu'il est béni parce que beaucoup de gens ont dit que Hollande, la France et l'on va le déstabiliser, Hollande ne viendra jamais au Cameroun et quand il vient au Cameroun, c'est pour débarquer le chef de l'État. On a dit Barack Obama ne veut pas le recevoir, quand il va là-bas, ils ne vont pas s'effleurer, ils ne vont pas causer. Mais tout ça est battu en brèche. On voit que la diplomatie du président Paul Biya rayonne, il rayonne parce qu'il a gagné d'énormes points. Parce qu'on s'attendait à ce que Barack Obama refuse et qui disent qu'il n'y a pas la démocratie au Cameroun au regard des rapports machin, des organismes qui ont dit que le Cameroun est indice de ceci, machin, Krasi a dit ceci. Mais on se rend aujourd'hui compte que c'est le président Paul Biya qui a raison et rayonne parce que ça vient crédibiliser sa politique sécuritaire et surtout une mention honorable à nos soldats qui sont battus d'arrache-pied. Parce que si on avait été démantelé par Boko Haram, je ne suis pas sûr que les Américains seraient venus, mais voilà que l'armée a tenu tête à ce groupe
terroriste et que le président de la République a décidé de faire une demande, de multiplier, de donner une chance de plus à l'armée camerounaise. Je pense qu'il remporte les lauriers. Qu'on le veuille pas, c'est ce qui se fait et les résultats sont presque là. Même si on pense que la guerre va durer encore une décennie ou 2 décennies, mais avec ce qui se passe, je salue. C'est vous qui donnez ce temps. C'est lui qui salue la démarche, la droite, la bille du chef de l'État et toute son équipe, parce qu'on a l'habitude de penser que le chef de l'État traverse. Non, il travaille aussi avec des stratèges, il a des conseillers, il a des stratèges qui pensent. Le stratège n'est pas seulement celui qui fait la guerre. Le stratège, c'est aussi celui qui peut penser la politique économique, la politique managériale, la politique des ressources humaines, et qui peut donner une implémentation. Donc je pense que, de ce point de vue, les clichés sont aujourd'hui dépassés. Et peut-être que d'autres clichés vont naître d'ici là. Alors, docteur Bogo, la posture du chef de l'État, vous le trouvez